On est dans une relation de pouvoir, une relation de domination et de pression, une violence en fait. C'est une enquête qui a commencé il y a plusieurs mois à Paris et qui a débouché mi-octobre, après l'ouverture d'une information judiciaire, à la mise en examen pour des chefs, pour des motifs extrêmement lourds. Hein. Effectivement, tu l'as rappelé, viol, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravée. On est à peu près une dizaine de salariés à subir du harcèlement sexuel depuis un petit moment déjà. Je parle de la circulaire, d'accord, du 9 mars 2018, qui est une circulaire qui met en œuvre les politiques internes de lutte contre le harcèlement sexuel au travail. Elle est signée Gérald Darmanin. Ça m'est arrivé une fois marquante pendant des années avec la même personne, de mes 15 ans à mes 17 ans. Avec un des managers, ça a été un peu compliqué les rapports. Je sentais qu'il avait des remarques, des gestes, juste des regards aussi très déplacés vis-à-vis des équipières. Moi, je sais qu'à un moment donné, il est venu me dire, parce que j'avais changé de coupe, c'est quand qu'on baise, un truc comme ça. Donc c'est assez cru quand même. Un peu, oui, surtout en plein milieu du service. Quand je savais que c'était plus le manager, ouais, je commençais un petit peu à me dire que ça allait être compliqué de réussir à rester concentrée sur ce que je faisais, sachant qu'il était à côté, qu'il faisait des remarques, même pas forcément sur moi, mais je veux dire sur d'autres personnes, sur les équipiers, sur les clients qui étaient déplacés et qui n'avaient pas lieu d'être. Et du coup, ça créait vraiment, ça me mettait vraiment dans un stress, l'idée d'aller travailler avec lui. Quelques mois après que je suis arrivée, quand on se retrouvait en petit groupe avec les autres équipiers, à un moment donné, il est devenu très insistant. Et voilà, et ça devenait très compliqué à gérer parce que je ne savais pas comment lui dire non, puisque c'était mon manager. Et parce que du coup, je me disais, si je refuse quelque chose, il va se venger au travail. Si j'accepte, dans tous les cas, je suis foutue. Parce qu'il aurait un truc contre moi, je ne sais pas. Je ne savais pas trop comment réagir vis-à-vis de lui. Il y a un soir où il se montre particulièrement violent. Je ne vais pas vous faire raconter le détail, mais est-ce que vous pouvez me raconter très brièvement la soirée et ce qui s'est passé après? Donc du coup, la soirée, on était pas beaucoup d'équipiers du McDo qui se sont retrouvés après la fermeture, avec donc du coup le manager, pour faire une petite soirée, on va dire. Et puis donc du coup, on est allé chez une collègue. Et à un moment donné, je me retrouve toute seule avec lui et il commence à devenir très insistant. Et j'ai beau lui dire que non, que je veux pas, que moi j'ai un copain, lui il a une copine et que dans tous les cas, je me voyais pas faire ça, que je n'en avais pas envie. Et il a quand même insisté et au final, j'ai pu trouver la force de le repousser. Et du coup, après, j'ai pas... Voilà. Pour mettre des mots sur ce qui s'est passé, ce qui se serait passé, c'est un viol. Vous revenez au restaurant, vous devez travailler avec lui. Comment ça se passe? Je sentais que j'étais mal à l'aise, mais je mettais pas des mots sur ce qui est arrivé. J'y pensais, mais sans vraiment réussir à mettre un mot sur ce qui s'était passé. Donc du coup, j'étais toujours très mal à l'aise, très gênée. Je remarquais qu'il était toujours aussi insistant. Donc du coup, je sais pas s'il attendait une suite ou je sais pas quoi. Mais j'arrivais pas à mettre des mots vraiment sur ce qui s'était passé. Donc du coup, j'arrivais pas à travailler correctement face à lui. J'étais toujours très gênée. Et du coup, ouais, c'était pas facile à ce moment-là de travailler, de se retrouver face à lui sans savoir quoi lui dire. À un moment donné, ça devient trop insupportable pour vous de travailler avec lui. Et donc, vous décidez d'en parler au sein du restaurant. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la direction? Au début, j'ai senti, oui, comme quoi vraiment j'avais l'impression d'être comprise. Et après, on m'a laissé tomber, j'ai l'impression un peu. On m'a laissé travailler avec lui et puis, si tu acceptes de travailler avec lui et que ça a l'air de te convenir, on va rester comme ça alors. Donc à la fin, il n'a pas été sanctionné en fait par la direction? Non, il a eu un petit rappel à l'ordre, on va dire, par le directeur, mais pas plus que ça. J'aurais fait engueuler comme un enfant en fait, aurait fait une bêtise et puis qu'il fallait pas qu'il la refasse en fait. Moi, je m'attendais au minimum à ce qu'il soit muté dans un autre McDo. J'ai été voir le directeur et quand il m'a dit que c'était moi qui risquais d'être mutée, genre même lui, il a vu que j'avais été déçue, il m'a dit tu t'attendais à quoi? On pense bien que c'est plus difficile de le faire partir lui. Au début, j'en ai voulu de m'avoir laissé tomber dans un moment où j'avais vraiment besoin qu'on m'épaule parce que j'en ai parlé à mes formateurs, etc. Et ils étaient ils m'ont beaucoup soutenue. Mais à leur échelle, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc du coup, j'avais quand même mis beaucoup d'espoir entre guillemets sur le directeur pour m'aider. Et ça n'a pas été le cas. Donc au début, oui, j'avais été un peu... j'en avais un peu voulu.
La brigade des mineurs de Paris, c'est pas le premier dossier que nous avons à traiter directement avec eux, et nous avons eu pendant, je dirais, les 6 dernières années, beaucoup de clients, de plaignants qui ont pu nous exprimer leur incompréhension à la lecture des dossiers d'enquête que nous récupérions après des classements sans suite, en nous disant mais là il y a un procès-verbal d'attache téléphonique, je n'ai jamais dit ça par téléphone, je ne comprends pas. Nous allons avoir de manière très récurrente comme ça des plaintes de nos clients sur des propos qui n'ont jamais tenu ou qui ont été modifiés. Et ça, c'est un dysfonctionnement que nous avons depuis plusieurs années. Dès le début, dans cette enquête sur cette école-là, nous allons être submergés par les témoignages de familles qui vont nous faire état du fait qu'ils quand ils se déplacent à la brigade des mineurs, on refuse la plainte, de parents qui vont nous dire qu'ils ont appelé la brigade des mineurs et qu'on leur a dit que tout ça était un malentendu entre l'animateur en question et les enfants. Dès le départ, nous sentons les dysfonctionnements. Et quand je vais être dans l'obligation de prendre téléphoniquement avec la brigade des mineurs, dans un moment où moi j'ai en ma possession plusieurs plaintes qui sont déjà rédigées par mon cabinet, et nous parlons de faits de viol et d'agression sexuelle, je vais avoir cette précaution, au regard de tous ces dysfonctionnements que je connais, d'enregistrer la conversation. Pourquoi ? Parce que le procès-verbal d'attache téléphonique est un procès-verbal qui n'est pas soumis au contradictoire. Libre à l'OPJ qui a quelqu'un au téléphone de verser dans le dossier d'enquête, avec sa propre retranscription et ses propres mots, la teneur de cet échange téléphonique. Donc je vais effectivement prendre cette précaution au regard des attitudes, des dysfonctionnements que je connais de la brigade mineure, et tout particulièrement dans ce dossier. Et qu'est-ce qu'elle vous dit au téléphone, la policière ? Cette policière, elle va être très véhémente. Elle va se sentir tout de suite attaquée par ce coup de téléphone fait par un avocat. Il va falloir tout un moment où je vais lui expliquer qu'on est là pour travailler avec eux, que nous sommes dans le même intérêt, bien compris, de manifestation de la vérité. Et je vais lui expliquer que les parents sont inquiets, qu'il est en train d'être dit qu'il peut y avoir un classement sans suite. Et je vais lui expliquer que j'ai plusieurs plaintes entre les mains et que je souhaiterais les lui communiquer, la rencontrer pour parler un peu de toute cette affaire un peu exceptionnelle. Et elle va le refuser. Elle va, à plusieurs reprises, sur plusieurs de mes questions, dire que ça ne l'intéresse pas pour le moment, qu'elle ne souhaite pas prendre ses plaintes pour le moment. Et ce à quoi je vais dire, dans ce cas-là, je vais devoir passer par le procureur. Mais c'est autorisé de ne pas accepter une plainte ? Ah non. La loi oblige... Alors comment vous expliquez qu'elle dise non, ça ne m'intéresse pas ? J'ai pas forcément des explications, je peux faire qu'un constat. Le constat est que sur la juridiction qui relève de Paris, nous n'arrivons pas à faire aboutir les affaires d'agression sexuelle et de viol au sein des écoles. La pratique que moi j'ai pu constater dans les dossiers, et on en a quand même pas loin d'une quarantaine au cabinet, c'est qu'au-delà de 3 plaintes, ils arrêtent en fait l'enregistrement des plaintes au chiffre 3, voire 4. Tout ce qui arrive après est tout simplement rejeté, on ne rappelle pas les familles, parce que je pense que sur 2, 3 ou 4 plaintes max, le parquet n'a pas de velléité à aller plus loin dans la compréhension du dossier, et qu'il est plus simple de faire un PV de synthèse qui amène à un classement sans suite. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté, très honnêtement, de cette brigade de couvrir des faits. Je pense que les dossiers de pédophilie à l'école sont des dossiers qui sont complexes, qui sont lourds à traiter, qui demandent un investissement humain, un investissement matériel colossal. Quand on parle de pédophilie à l'école, c'est potentiellement 300, 400, 500 auditions qui vont se faire au niveau des enfants. C'est une brigade mobilisée au moins sur 6 ou 8 personnes pendant des mois et des mois. Et c'est extrêmement lourd. Et la brigade des mineurs de Paris me semble être une brigade en souffrance de toute façon sur le plan humain et sur le plan matériel. Youane, il y a beaucoup de choses dans cette enquête, mais peut-être que les accusations les plus problématiques, c'est ces dernières-là, celles de harcèlement sexuel ou de comportement déplacé envers les hébergés de la part des dirigeants de l'association. Ouais, l'enquête montre quand même qu'il y a des problèmes. Alors, c'est quand même différent entre le président Nicolas Noguier et le directeur général Frédéric Gall. Sur le président Nicolas Noguier, notre enquête démontre qu'il y a des problèmes, notamment dans les relations qu'il peut y avoir avec les jeunes, des relations un peu trop, que certains qualifient de trop intime, au sens il est très câlin. Beaucoup de jeunes, notamment à Montpellier, le siège l'appelle papa.
par exemple. Ça, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes et qui pose énormément de questions à beaucoup de bénévoles et de salariés qui sont passés par l'association. Pour Frédéric Gall, il y a eu d'autres faits qui sont révélés dans l'enquête, notamment des faits qui peuvent s'apparenter à du harcèlement sexuel. Ça peut être mettre la main sur la cuisse de certaines femmes, faire des remarques très, on va dire, grossières, sexistes, et puis certains faits qui peuvent même s'apparenter à des agressions sexuelles, qui pourraient être qualifiées comme telles en tout cas. C'est une enquête qui a commencé il y a plusieurs mois à Paris et qui a débouché mi-octobre, après l'ouverture d'une information judiciaire, à la mise en examen pour des chefs, pour des motifs extrêmement lourds. Effectivement, tu l'as rappelé, viol, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravés, visant 4 personnes, dont 2 producteurs connus en fait du porno français, qui sont connus sous leur nom d'artistes, si je puis dire, de producteurs en tout cas, Pascal Opé et Matadix. Le premier ainsi qu'un de ses collaborateurs sont aujourd'hui en détention provisoire. Ils sont bien entendu, il faut le rappeler à chaque fois parce que c'est important, ils sont bien entendu présumés innocents. Dans le cadre de cette enquête, il y a 5 plaintes, il y a 5 plaignantes qui en fait ont été mises ensemble, rassemblées. Qui ont été rassemblées, par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations. Et ça s'inscrit plus généralement dans un contexte de mise en cause de l'industrie du porno, en France et à l'étranger, on y reviendra, mais en France aussi, parce que les vidéos qui sont au cœur des investigations des enquêteurs se sont retrouvées, pour certaines d'entre elles, sur des plateformes extrêmement connues, ayant pignon sur rue, comme Jackie et Michel et Dorcel. La justice, elle est en échec total, enfin elle échoue totalement à rendre justice, justement, et à protéger les victimes. Et elle est à l'aune de notre système, c'est-à-dire que les victimes n'ont pas beaucoup de poids, la parole des victimes n'a pas beaucoup de poids, et il y a 74% de plaintes classées sans suite. Donc il n'y a même pas de vraie enquête judiciaire, une simili-enquête policière, et où souvent, effectivement, les personnes qui ont été accusées par les victimes ne sont même pas entendues. Ça, c'est habituel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se bat. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de tolérance, de minimisation. Et puis, on est dans le cadre... Alors là, c'est particulier parce que c'est un garçon, Victor. Mais bon, il jumeau avec Camille. Mais dans l'ensemble, ces violences-là sont essentiellement sexistes. C'est 80% de filles qui subissent. Les subissent. Voilà. Et c'est vraiment des violences avec une discrimination très importante. Et donc, il y a vraiment un jugement de valeur négatif sur les victimes. D'ailleurs, les victimes, elles ont souvent honte de se déclarer victimes. Les étudiants, eux, considèrent que Frédéric Mion doit démissionner avec une grande unanimité, puisque 7 des 8 organisations syndicales des étudiants de Sciences Po, de toute orientation politique, d'ailleurs, lui demandent de le faire. La semaine dernière, certains ont manifesté devant les locaux de Sciences Po. Vous voyez leur pancarte, #démission, Mion démission, Sciences Po protège les agresseurs. Avec Yumnik Ezouf, nous avons rencontré Thomas Lecor. Il est le représentant du syndicat UNEF au conseil d'administration. À Sciences Po, nous dit-il, Olivier Duhamel était un personnage très puissant. Olivier Duhamel, il était clairement, sur le plan politique, j'entends, pas sur le plan des affaires, mais au moins sur le plan politique, largement protégé par une garde rapprochée, notamment au conseil d'administration de la FNSP. Il intervient à Sciences Po depuis une trentaine d'années, il est extrêmement présent, il fait la rentrée solennelle. Donc c'est vrai qu'on avait cette impression de quelqu'un qui avait un pouvoir symbolique. Au quotidien, c'est pas lui qui prenait les décisions. Au quotidien, vous ne pouviez pas il ne donnait pas de cours. Mais pour les grandes conférences, pour les grands rendez-vous, c'était toujours lui. Et c'est vrai qu'il avait, on le sentait bien en conseil, ce sentiment quelque part d'immunité, en tout cas d'être au sommet de sa carrière et de n'avoir de compte à rendre à personne. Vendredi dernier, Thomas Lecor a rencontré Frédéric Mion pour lui demander des comptes. Il nous raconte ce rendez-vous. On était 4 représentants étudiants face à lui à la fin de la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il a commencé à nous faire un monologue sur les erreurs qu'il avait commises et notamment sur le déroulé des faits très précis depuis 2019. Et c'est vrai qu'on s'attendait, dans ce moment un peu solennel, à une démission. Après, il ne l'a pas fait en expliquant, c'était un argument très simple.
de dire que quitter le navire, je le cite, quitter le navire, ce serait trop simple, ce serait la facilité. Et son devoir, justement, même s'il a commis des erreurs, c'est de tenir le navire pour pas que Sciences Po ne sombre encore plus dans la crise. Autrement, Frédéric Mion, s'il ne démissionne pas, c'est pour protéger l'institution. De quoi mettre en colère Delia Nedelcou. Elle est membre du collectif féministe Garce de Sciences Po qui défend les victimes de harcèlement et de violences sexuelles. Comme beaucoup d'étudiants depuis les révélations du livre, elle a refait le film et il y a un événement très précis qu'elle n'a pas du tout digéré. Il a invité Olivier Duhamel à la leçon inaugurale de cette année en le présentant en tant que bon ami et en prononçant une phrase qui pour moi reste glaçante: vous êtes entre des bons mains. En cause, la leçon inaugurale de Sciences Po du 9 septembre dernier dispensée par Olivier Duhamel. C'est une tradition, le grand oral du début de l'année. Ce jour-là, Olivier Duhamel était en majesté et Frédéric Mion l'a présenté en des termes effectivement très sympathiques. Il a été particulièrement marquant pour des générations d'étudiants de première année. Vous l'aurez compris, chers étudiants, vous êtes cet après-midi entre de très bonnes mains, celle du président de la Fondation nationale des sciences politiques, du professeur Olivier Duhamel, celle de quelqu'un que je m'honore à considérer comme un maître, mais surtout comme un ami. Alors pour Delia, la confiance est rompue. Du coup, il y a un manque de confiance par rapport à l'administration suite à ces faits. Mais aussi un sentiment d'insécurité parce que le collectif dont moi je fais partie, Garce, a reçu énormément des témoignages des étudiants qui se sentent plus en sécurité au sein de l'école. Et finalement, je veux dire, ce n'est pas une compétence annexe, la protection de la communauté étudiante. Ça fait bien, elle est au cœur de fonction d'un directeur ou d'une directrice d'une telle école. En étudiant m'agresse et je veux faire part de mon histoire à l'administration. Comment va-t-elle enquêter? Est-ce qu'elle va me croire déjà? Ça, je ne le sais plus. On manque de moyens pour agir concrètement. Et il y a une manque d'information sur la procédure, elle est trop lourde, et elle a plutôt tendance à décourager les victimes à Sciences Po d'en parler. À part les newsletters, à part les vidéos, au-delà de cette communication, les engagements institutionnels restent à prouver. Et pour certains étudiants, cette affaire résonne très intimement, très douloureusement. C'est le cas de Julie. Elle fait partie de ceux qui ont lancé l'appel à la démission. Nous l'avons rencontrée il y a quelques jours. Écoutez. En fait, j'ai subi des agressions incestuelles de mes 6 à mes 12 ans que j'ai oublié. Voilà, c'est revenu sous forme de rêve quand j'avais 16-17 ans. Et il y a un mois tout pile, j'ai décidé d'en parler à mes parents, en fait, et de briser l'omerta familiale. Donc ça a été extrêmement dur. J'ai passé de très mauvaises fêtes de fin d'année. Et je pensais enfin avoir trouvé ma stabilité émotionnelle, mentale, etc. Et quelques jours à peine après, moi je tombe sur des articles sur Olivier Duhamel. J'étais complètement horrifiée, stupéfiée, et je me suis dit non, pas encore, parce qu'en fait c'est quelque chose que je prends assez personnellement, et la gestion de Frédéric Mion, pour moi en fait me convainc qu'il y a un réel tabou autour de l'inceste dans la société française. C'est pour ça que moi j'ai décidé de réagir assez rapidement. Lorsqu'on est président et directeur d'une école comme Sciences Po, où il y a 13 000 étudiants, où il confie la leçon inaugurale quand même à Monsieur Duhamel, où il y avait des personnes mineures, des élèves mineurs dans la salle, moi oui ça m'interroge, et c'est vrai que je comprends que Monsieur Mion ait cru bien faire en ne confrontant pas la victime par exemple, mais moi je pense que c'est un gros manque de discernement de sa part quand même, et peut-être un manque d'éducation aussi sur les procédures en cas d'inceste par exemple. Et le fait qu'il démissionne, ce serait vraiment un geste fort, et ce serait l'envoi d'un signal qui dirait, alors déjà aux victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, de viol, d'inceste, oui, en fait, c'est important, c'est grave, et regardez, je démissionne. C'est grave pour ce qui s'est passé, c'est grave pour Camille, c'est grave pour son frère. C'est grave aussi pour ce que ça dit de l'inceste, et puis c'est grave pour ce que ça dit d'un certain monde dans lequel on voit qu'un Olivier Duhamel, par exemple, a été protégé par le silence pendant plusieurs années. C'est grave pour Sciences Po aussi. C'est dur pour les enseignants, et c'est très dur pour les étudiants. Si vous faites le bilan des dernières années à Sciences Po, c'est quand même une institution qui a abrité pendant des années Dominique Strauss-Kahn. Ensuite, il y a eu tout un certain nombre de dérives qui ont été associées à Richard Descoings, et paf, maintenant il y a Olivier Duhamel.
Leur colère est complètement légitime. Il se trouve que cette université aujourd'hui est entachée de l'affaire Duhamel, et que Duhamel était président de la FNSP, et que du coup, ça se retrouve pour l'ensemble des étudiants et encore une fois du corps enseignant. Est-ce qu'il faut couper des têtes ou pas? Moi, parce que je pense aussi sur le long terme, je pense qu'il faut plutôt une réforme de fond de la gouvernance. Et cette réforme, elle est extrêmement importante. Et je pense qu'il faut la faire maintenant parce que sinon, en fait, d'ici 6 mois ou d'ici 1 an, on aura complètement oublié et on retombera dans les mêmes travers. Les gens qui sont chargés de la gouvernance de la FNSP sont ceux qui ont donné de l'argent à la FNSP. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de grands patrons. D'ailleurs, souvent, ils n'ont pas donné leur propre argent. C'est des dons qu'ils vont faire au titre de la fondation de leur entreprise, au titre de leur entreprise elle-même. Donc ça crée quoi? Ça crée pour le coup un cercle de pouvoir. Pour Olivier Duhamel, on parle beaucoup du siècle. Pourquoi je pense qu'il a été aussi nommé à la présidence du siècle? Parce que ça lui permettait d'alimenter ses réseaux, et ces réseaux servent aussi à financer la FNSP. Et c'est problématique pour le coup, en termes de démocratie, de donner plus de voix, en tout cas dans ma vision de la démocratie, on ne donne pas plus de voix ou plus de pouvoir aux gens qui ont fait le chèque le plus gros. Qui doit être le président de la FNSP? Je sais pas, mais pour le coup, je pense que ça pourrait être une présidente. Ça nous ferait quand même pas de mal. Ça enverrait aussi un symbole extrêmement fort. J'espère juste que ce qui est en train de se passer maintenant, ça va pas simplement créer une lutte de pouvoir pour savoir qui le prochain va prendre la tête de la FNSP. Je pense que avant de penser en termes de prochain président ou prochaine présidente, il faut d'abord penser la réforme des statuts. La possibilité, c'est que le prochain président ou prochaine présidente soit coopté de la même façon au sein toujours du même cercle d'une certaine façon. Mais c'est pour ça qu'il faut changer la gouvernance. Ça, je vous le dis vraiment, c'est un truc qui me paraît extrêmement important. Tant qu'on aura cette gouvernance de la FNSP, 25 membres, un collège des fondateurs avec 10 membres, 10 sur 25, c'est quand même extrêmement important. C'est pas la majorité, mais quand même en termes de majorité qualifiée, ça joue un poids qui est essentiel. Ces 10 membres, c'est les auteurs de la libéralité et c'est des gens qui se cooptent entre eux. C'est des gens qui ont choisi Olivier Duhamel. Et c'est quand même ça qui est au centre de tout. Et donc je pense que c'est sur ça, fondamentalement, qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille. On est à peu près une dizaine de salariés à subir du harcèlement sexuel depuis un petit moment déjà. Donc moi, depuis que je suis arrivée, du coup, en 2017. Et on a déjà alerté la direction. Donc un des harceleurs a eu une mise à pied de 8 jours en 2019. Mais suite à ça, il a quand même été élu délégué du personnel du restaurant. Et donc on a bien vu que la direction, en fait, ne faisait rien. Donc on a décidé de faire la grève afin d'exprimer notre mécontentement face à cette situation. Ce qui vous a poussé même personnellement à faire cette grève, c'est des commentaires parfois très crus concernant votre personne. C'est ça, concernant notre personne et surtout notre physique aussi, en étant femme. Et des gestes déplacés aussi pour certaines équipières. Et des remarques à caractère sexuel en réalité. C'est ça, exactement. Alors cette grève que vous avez faite, Mathilde, elle a payé en fait, vous l'avez dit. Il y a eu quand même le paiement des heures de grève, le fameux délégué du personnel mis en cause qui a perdu son statut, même donc une enquête interne a été ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après? Alors en fait, du coup, lors de l'enquête, il faut savoir que, pour ma part en tout cas, j'ai eu des entretiens formels et informels. C'est-à-dire que les entretiens formels, bien sûr, on était convoqués 7 jours au préalable, comme la loi l'exige, etc. Cela, en gros, la directrice des opérations, elle me contredisait souvent, en fait. Et lorsque je lui apportais une réponse qui ne lui plaisait pas, elle insistait et répétait la question jusqu'à ce que ma réponse lui plaisait. Et j'ai également été conviée, du coup, à des entretiens informels, donc avec le franchisé lui-même en personne et toujours la directrice des opérations. Et où en fait ils portaient beaucoup de jugements de valeur sur ma personne et où clairement ils essayaient de m'intimider un petit peu. Et donc à la suite de ça, vous avez été licencié, sans préavis et sans indemnité. Qu'est-ce qui vous a été reproché? Et pourquoi, à votre avis, comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut savoir qu'avant la grève, j'avais plutôt une bonne relation avec la direction. Ils m'ont jamais reproché ni mes méthodes de travail, ni mon travail en lui-même. Mais vous avez un peu mené cette grève d'une certaine façon. Vous étiez au contact de la direction pour cette grève. Ouais. Et bizarrement, justement, après cette grève, ils ont décidé du coup de me convoquer pour un entretien préalable au licenciement pour faute grave, pour un like sur les réseaux sociaux et pour des messages qui sont dans la sphère privée, qui étaient sur Facebook, mais sur Messenger, donc qui est un cadre privé.
Mais pour eux, c'est les excuses du coup qu'ils ont trouvées pour me licencier. Imaginez, vous êtes policier, policière. Vous avez envie dans votre commissariat de faire un truc un peu volontariste, ou vous êtes préfet ou préfète, et vous voulez dans votre département faire un truc un peu volontariste contre le harcèlement sexuel au travail et contre ce qu'on appelle le chantage sexuel, en fait, ce qui est du harcèlement sexuel. Comment vous faites quand votre ministre est mis en cause exactement pour ces faits-là ? Ça pose un problème. Donc c'est pas uniquement un problème politique, comme on l'a dit juste avant, c'est aussi un problème de derrière mise en œuvre des politiques publiques. Moi, dans mes formations aux fonctionnaires, je parle de la circulaire, d'accord, du 9 mars 2018, qui est une circulaire qui met en œuvre les politiques internes de lutte contre le harcèlement sexuel au travail. Elle est signée Gérald Darmanin. À chaque fois que j'en parle en formation à des fonctionnaires, ça pouffe dans la salle. Mais comment on fait pour l'appliquer derrière ? Les gens, ils sont morts de rire. C'est horrible. C'est-à-dire que ça enlève toute légitimité et toute capacité, je pense, derrière, de mettre en place des politiques publiques efficaces. On entend parler de l'affaire Darmanin dans toutes les formations qu'on fait. Comme un contre-exemple, parce que du coup, on fait des études de cas avec nos stagiaires. Et donc les stagiaires nous disent mais ça ressemble en fait à l'affaire Darmanin. Donc vous nous demandez en fait de licencier. Quand on fait des formations RH par exemple, vous nous demandez de licencier parce que c'est la jurisprudence en droit du travail en fait de licencier pour ce type d'agissement des salariés alors que en fait on les licencie pas au gouvernement. Que disent ces SMS ? Je vous en lis 2 et vous me dites ce que vous en pensez. 27 octobre 2009, 21h49. Libre pour prendre un verre, signé Gérald. Ne me contactez plus, répond la plaignante. Si tu veux, même si j'aurais aimé prendre un dernier verre. J'aimerais que tu me rappelles, s'il te plaît, signé Gérald. Quelques jours plus tard, le 4 novembre à minuit. Bonne nuit à toi. C'est encore signé Gérald. Oublie mon numéro, rétorque-t-elle. Ok, mais prenons un dernier verre. Ça vous inspire quoi, ça, cet échange ? Moi, dans un de mes dossiers ouverts à l'association, j'ai un bon début de faisceau d'indices pour le mettre en cause pour harcèlement sexuel. Voilà, donc j'ai des éléments qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel et à supposer qu'il y ait eu une relation sexuelle derrière, j'ai des éléments qui laissent présumer qu'elle pourrait ne pas être consentie. Caroline Dehaas ? Oui, pareil. En général, en entreprise, on les qualifie de relous. Vous savez, les personnes qui envoient des SMS répétés à connotation sexuelle ou pour engager une relation intime extra-professionnelle, on les qualifie de relous. Et moi, je dis souvent en formation qu'en fait, les relous n'existent pas. C'est-à-dire que soit c'est une personne qui drague quelqu'un, et en général, si on dit non, on arrête en fait. Alors, ça s'appelle un gros râteau. C'est pas du tout agréable de se prendre un gros râteau, mais ça arrive, c'est la vie, on passe à autre chose. Soit en fait, on revient à la charge, et ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans une relation de drague, on est dans une relation de pouvoir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là dans les SMS que vous lisez. On est dans une relation de pouvoir, une relation de domination et de pression, une violence en fait. On peut porter plainte toute sa vie. Oui. C'est-à-dire que si vous avez été victime de violence, vous pouvez porter plainte toute votre vie, d'accord ? Le délai de prescription, c'est pas simplement, mais c'est un moment où l'action publique va considérer qu'il y a prescription. Mais rien n'empêche de porter plainte. Pourquoi c'est utile ? Parce que parfois, en fait, il y a d'autres victimes qui ne sont pas couvertes par un délai de prescription. Donc c'est toujours important de le rappeler, on peut porter plainte toute sa vie. Le conseil d'administration devrait démissionner collectivement. D'accord. C'est mon opinion personnelle, je ne sais pas si elle est partagée par l'ensemble de la communauté, ni étudiante, ni des enseignants-chercheurs. Je pense que collectivement, à partir du moment où les règles du conseil d'administration sont telles que les nouveaux membres du conseil d'administration vont coopter les suivants, sachant que là, on va devoir choisir un nouveau ou une nouvelle présidente de ce conseil d'administration, puis ensuite un nouveau ou une nouvelle directrice de Sciences Po Paris, je pense qu'il faudrait mieux tout remettre à zéro. Donc il doit démissionner collectivement, ce conseil d'administration. C'est mon opinion. Ensuite, je vous la donne comme citoyenne, comme enseignant-chercheur à Sciences Po. Personne ne me l'a demandé. Enfin, vous me l'avez demandé. Donc je vous réponds. Mais à partir du moment où je pense qu'il y a eu des manquements du point de vue de la gouvernance, à partir du moment où Frédéric Millon n'était pas le seul à le savoir, Marc Guillaume était aussi au courant, d'autres personnes étaient aussi au courant, ça ne veut pas dire qu'il y a une responsabilité collective des membres de ce conseil d'administration. Il y a des représentants des salariés, il y a des représentants des enseignants qui sont les premières victimes en fait de ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là. Mais il y a une responsabilité politique d'une certaine façon et il devrait y avoir une conséquence. C'est quand même l'instance principale de la gouvernance. Donc à partir du moment où il y a eu un manquement de cette gouvernance-là, il faut quand même prendre ses responsabilités. Et je pense que ça enverrait aujourd'hui un signal. Moi, j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que je suis un homme. En fait, ça vous aura pas échappé. Mais c'est très important pour moi aujourd'hui de dire aux autres hommes
que c'est possible, de changer de camp. Pas juste la peur, pas juste la honte, juste changer de camp et se décider, nous, entre hommes, de soutenir ces femmes qui veulent parler, qui veulent être en sécurité dans notre milieu. On est quand même dans un milieu où on parle de musique, d'art et de beauté. On ne peut pas faire ce genre de choses et ce genre d'expression artistique dans un environnement anxiogène et nocif. Et voilà, moi ce que je veux dire aujourd'hui en sortant de l'anonymat du collectif, c'est j'ai vu l'autre côté. J'ai un peu l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir. J'ai une amie il y a quelques mois qui m'a dit lis Une culture du viol à la française, tu passeras de l'autre côté du miroir et tu verras où on en est. Et j'ai envie de dire aux hommes qu'il y a ces écrits de femmes merveilleuses qui peuvent nous ouvrir les yeux de façon assez étonnante et que pour avoir participé à ce collectif, je peux vous dire que c'est possible. Je peux vous dire que un homme aujourd'hui ne perdra pas sa masculinité parce qu'il a écouté une femme et parce qu'il l'a aidé à aller voir un avocat, à porter plainte ou à simplement, pas simplement parce que c'est toujours difficile, mais témoigner dans une enquête journalistique qui permet de confondre un agresseur. Vous parlez de harcèlement, d'agression. Ça veut dire que ça vous est arrivé souvent, plusieurs fois, longtemps ? Ça m'est arrivé une fois marquante pendant des années avec la même personne, de mes 15 ans à mes 17 ans. Ensuite, des micro-agressions et du sexisme et du mansplaining, de se faire expliquer des choses qu'on sait déjà faire. Ça, c'est des micro-agressions qui arrivent presque au quotidien. Mais la fois marquante de harcèlement, d'agression, c'était vraiment la même personne pendant 2 ans. Ensuite, voilà, je suis confrontée très souvent à cette espèce de principe selon lequel quand tu es une femme, tu sais moins que les hommes et que les hommes qui sont en face de toi t'expliquent la vie et te mansplainent des choses. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu du sexisme. Alors ça, c'est devenu, on appelle ça sexisme ordinaire comme le racisme ordinaire parce que c'est tellement intégré dans les gens, dans la perception du monde des gens que du coup ça s'appelle ordinaire maintenant alors que ça ne l'est pas du tout. Et voilà, quand c'est allé plus loin, effectivement, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu de la manipulation. À un moment donné, j'avais 16 ans et on me disait comment m'habiller, comment me comporter. J'ai tourné un clip à 16 ans, on m'a demandé de m'épiler la totalité des poils de cuisse. J'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, plein de choses comme ça que j'ai vécues à partir du moment où je suis arrivée dans l'industrie jusqu'à récemment. Et encore une fois, ce qui me frappe, moi, c'est qu'à l'époque, ça me choquait pas du tout. J'ai été en lien donc très jeune avec quasiment que des hommes. En fait, les femmes, c'était toujours les attachées de presse, les maquilleuses, les stylistes. C'était jamais des postes importants, en fait, les postes féminins. Donc, en fait, les gens qui décidaient et qui avaient le pouvoir qui avaient un peu un ascendant sur moi, c'était tout le temps des hommes. Donc, déjà, il y avait ce déséquilibre-là à la base, d'arriver, donc de passer du lycée avec mes amis de 15, 16, 17 ans et d'arriver à Paris dans un milieu où c'est que des hommes et c'est que des hommes qui ont 2-3 fois mon âge. Et donc, il y avait déjà ça qui était assez particulier. Je pense que là, j'en parle avec beaucoup de recul, mais je réalise que j'étais pas censée à 16 ans être dans ce genre d'environnement, entourée que d'hommes, avec finalement une espèce de place de genre... d'une jeune fille dominée par un groupuscule d'hommes qui décident tout, quoi, qui décident la direction artistique, qui décident si je signe dans un label ou pas, c'est que des hommes qui décidaient, qui décident si ma musique est bonne ou pas, c'était que des directeurs artistiques hommes. Donc il y avait ce truc-là de déséquilibre total et d'arriver dans un milieu presque que masculin au niveau des postes de... Dans cette industrie, il y a beaucoup de gens qui savent des choses qui se sont passées, il y a beaucoup de gens qui ont assisté à des comportements problématiques ou des comportements d'agression. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu qu'un tel avait agressé une telle, etc. Et en fait, tout le monde a peur de parler parce que encore une fois, les postes de pouvoir de ce milieu-là, ils sont occupés soit par des agresseurs, soit par des amis des agresseurs, soit par des collègues des agresseurs. Donc en fait, à quel moment ça te donne envie d'en parler c'est hyper compliqué d'en parler. D'en parler, c'est une chose, mais de nommer la personne, c'est encore autre chose, quoi. Donc je pense que oui, c'est la trace que ça laisse, chez moi en tout cas, avec mon expérience que j'ai vécue, c'est ça, c'est cette espèce de peur un peu d'en parler alors que je suis légitime d'en parler, en fait. Et c'est ça, c'est de remettre la légitimité, et dans le mot légitimité, il y a la loi aussi, et de remettre
la loi là où elle doit exister, quoi, en fait. Parce que là, il n'y a plus de loi, quoi. C'est surtout ça, c'est que c'est un milieu qui est exempt des lois.